Tout d'abord, j'ai une question douloureuse pour vous. Est-ce que vous connaissez des gens normaux? J'ai une amie psy qui a fait la liste de tous ses amis à elle. Et à sa vive surprise, elle a constaté qu'il n'y avait que 2 personnes normales. Alors, je lui avais dit, peut-être que ces 2-là, tu ne les connais pas bien. Les gens normaux ne sont pas si courants que ça. Et il y a une grande référence littéraire où on peut retrouver cette thématique, c'est bien sûr les récrés du petit Nicolas. Voyez, je vous mets une sorte de défi. Combien d'élèves dans la classe du petit Nicolas sont normaux? Tous sont bien comme il faut, bien chelou, quoi. Aucun ne correspond au programme de l'éducation nationale, quoi. Vous voyez, c'est ça le point. Dans cette classe, dans ce fabuleux groupe, il y a un élève probablement autiste, c'est évidemment Agnan, quoi. Agnan, c'est pas le premier de la classe caricaturale. Il a des crises de comportement, il ne comprend rien quand on lui raconte des choses, il ne sait pas jouer au ballon, mais on ne peut pas le taper parce qu'il a des lunettes, quoi. Et là où vraiment j'apprécie l'histoire du petit Nicolas, c'est qu'au fond, il n'est pas plus bizarre que les autres, quoi. Voyez? Oui, il est un peu à sa façon, il est Agnan, quoi. Mais il n'est pas plus exclu ou pas plus curieux qu'un autre. Alors, certes, la vie n'est pas toujours rose, certes, de temps en temps, la tartine d'Alsace tombe par terre et c'est le grand malheur, mais globalement, l'histoire du petit Nicolas, c'est une histoire d'inclusion réussie, on peut dire comme ça. Est-ce que nous saurons être aussi inclusifs que le petit Nicolas? Et c'est là que, chers amis, il y a un exercice pour vous. Vous êtes psychiatre à partir d'aujourd'hui. Il y a des patients qui se présentent dans votre illustre cabinet. Il faudra les diagnostiquer. Et ces patients, vous les connaissez, les voici. Donc, premier exercice pratique, nos premiers diagnostics. Bourriquet est dans votre cabinet. Qu'est-ce qu'il a, Bourriquet? Quel est son handicap? Une idée? Oui, il est très dépressif, le pauvre Bourriquet, quoi. Et même si vous allez mal, je suis sûr que vous vous portez mieux que Bourriquet, quoi. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que Bourriquet aille un peu mieux? Un petit peu de patience, on va y arriver. Mais vous voyez, vous avez réussi votre premier diagnostic. Je ne sais pas combien c'est 1 000 € ou quelque chose comme ça. Donc, maintenant, il y a un deuxième patient qui arrive dans votre cabinet. C'est évidemment Tigrou. Qu'est-ce qu'il a, Tigrou? Boing, boing, boing. Hyper actif, bravo, félicitations. Il y en a beaucoup, des Tigrous, petits et grands, quoi. J'ai juste une question pour vous. Est-ce que Tigrou est bête? Non, il n'est pas bête, il n'est pas bête du tout, il est aussi vif de corps que d'esprit. Mais est-ce que Tigrou pourra aller à l'école? Une école, ce sont des petites chaises alignées, des petites tables alignées, il faut rester assis, immobile, sans bouger pendant X heures par jour pour être bon élève. Un cactus le réussit brillamment, mais pas Tigrou, quoi. Donc, que va-t-il se passer? Tigrou sera chassé de l'école. Et ensuite, on me dira, je connais cette histoire par cœur, on me dira, mais Joseph, tu vois que Tigrou est déficient intellectuel, il ne maîtrise pas les mathématiques supérieures. Peut-être que si on lui avait donné la possibilité d'apprendre les choses, peut-être qu'il aurait pu rester à l'école. Mais que voulez-vous? L'école n'a pas été faite par et pour les petits tigrous, les grands tigrous. Et il y en a beaucoup, des tigrous. J'en discutais l'autre jour avec une copine qui a 3 qualités. Vous voyez, elle cumule un peu comme les hommes politiques. Donc, elle est maman d'un enfant tigrou, elle est médecin dans un grand hôpital de la région parisienne, elle est d'origine congolaise, quoi. Et elle m'avait dit, mais au village, donc dans son village d'origine au Congo, il n'y a pas de maladie d'hyperactivité, on appelle ça un enfant plein de vie. Les parents sont heureux d'avoir un enfant plein de vie. Et il y a toutes sortes de façons d'apprendre, de s'épanouir, de travailler quand on est tigrou. Ça donne quand même à réfléchir tout ça, je crois. Et puis vient notre ami Porcinet. Lui, il a carrément 2 handicaps, non? Quel est votre diagnostic pour Porcinet? Une idée? Qu'est-ce qu'il a, Porcinet? Non? Souvenez-vous de l'histoire. Hypersensibilité,
Trop sensible. Très bien. Il est hyper sensible, mais je dirais peut-être plus précisément, c'est un hyper anxieux. Et c'est un très grand anxieux Porcinet, quoi. Hein. Or, quand vous êtes une personne anxieuse, vous serez exclu du monde professionnel ou même scolaire. Parce qu'une grande partie, qu'on se le dise, hein, enfin, une grande partie des succès professionnels des gens dépend de leur aplomb. Vous voyez, le fait de se pavaner, d'arriver sûr de soi, à l'entretien d'embauche et de faire comprendre en DRH qu'on est la bonne personne au bon boulot. Alors que peut-être c'est pas vrai du tout, hein, mais il faut jouer une certaine comédie. Si vous êtes une personne angoissée, tout le monde va vous sous-estimer, quoi. Et ce sera beaucoup plus difficile, rien qu'à cause de ça, de trouver un emploi. Et notre ami Porcinet, il a un deuxième handicap. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il bégaye, hein, il est bègue. Vous voyez, il a un petit défaut, particularité d'élocution. Vous voyez, là aussi, si vous avez une particularité d'élocution, vous serez souvent très gravement exclu. Voyez, parce que nous vivons dans une société où on croit que l'intelligence des gens est proportionnelle à leur capacité à produire un baratin fluide pendant des heures. Mais il n'y a aucun lien entre produire un baratin fluide pendant des heures et l'intelligence des gens. Hein, si vous en voulez une sorte de preuve ultime, vous pouvez regarder le monde politique. Non, ça j'appelle tellement blague. Mais en tout cas, à titre tout à fait personnel, et j'essaierai peut-être dans la suite du propos de donner quelques exemples, un point qui me fascine, et je crois que c'est un point d'avenir, c'est l'intelligence, les capacités des personnes qui ne parlent pas. Voyez, les personnes qui ne parlent pas ont beaucoup plus de capacités à tout égard, y compris professionnelles et humaines, qu'on ne le croit. Hein. Et j'essaie peut-être dans la suite du propos de caser quelques éléments sur ce sujet. Mais Porcinet peut devenir un copain fabuleux, un collègue fabuleux. Simplement, il faut savoir surmonter certaines ignorances par rapport à ses particularités. Et c'est là qu'arrive Maître Hibou. Qu'est-ce qu'il a, Maître Hibou? Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui raconte des trucs super savants, totalement déconnectés des réalités? La maison s'effondre et il est en train de nous faire un exposé brillant sur la climatologie générale et la vitesse des vents, quoi. Je crois que dans le petit monde de l'autisme, on en a un certain nombre de Maître Hibou, quoi. Et moi-même, j'ai parfois tendance à être Maître Hibou. Il faut me remettre sur le droit chemin. Donc, si cela arrive, vous voyez. Mais donc, oui, Maître Hibou est chiant par moment, mais il fait quand même partie de l'histoire. Et il y aurait une sorte de vide dans l'histoire s'il n'était pas là, quoi. Hein. Et vous me direz que j'ai oublié un personnage. Évidemment, j'ai oublié Winnie. Qu'est-ce qu'il a, Winnie? Ah non, non, manger lumière n'est pas un handicap à mon avis. Par contre, Winnie, en fait, il a une qualité géniale. C'est la mascotte, l'emblème même du travailleur social. Et il est parfaitement inclusif. Winnie l'ourson, c'est notre modèle. Hein? Parce que Winnie l'ourson sait bosser aussi bien avec Tigrou qu'avec Porcinet, avec je ne sais trop qui. Vous voyez? Ça vaut de l'or, quoi. Hein. Je connais des entreprises qui dépenseraient des millions pour recruter Winnie, quoi. Hein. Parce que Winnie, en fait, il a une deuxième qualité, hein, qui est liée à la première. Mais c'est que Winnie, par sa seule présence, met fin à tous les conflits. Il y a un conflit, les gens se querellent pour des raisons indéterminées, comme c'est souvent le cas. Winnie arrive et tout s'arrête. Ça, c'est une compétence géniale. D'ailleurs, si dans votre entreprise ou service, il y a des querelles, etc., je crois que mon diagnostic, c'est que ça manque de handicap chez vous. Hein? Voilà. La présence de personnes différentes, pourquoi pas avec un handicap lourd, hein, change totalement la vision du monde et les échelles de valeur que l'on a. Et on l'observe aussi dans les écoles, hein. Ça c'est très frappant, dans un collège, lycée, où parfois il y a des jeunes, pour le dire un peu par une périphrase, qui sont plus proches de la drogue que d'Emmanuel Kant, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc lorsqu'on amène les sujets, par exemple liés à l'inclusion, on observe avec stupéfaction que celui qu'on pense être le plus gros cancre de la classe, en fait, s'intéresse à tout cela. Et qui pose des questions passionnantes et qu'à la fin ils disent, ça y est, je sais ce que je veux faire
ça plus tard. Voyez, le handicap est facteur d'inclusion pour les autres. Hein, ça, c'est un point absolument essentiel que nous pouvons retenir. Ben, vous voyez, c'est pas difficile de faire des diagnostics chez Winnie l'ourson, quoi. Hein. Vous vous demanderez pourquoi est-ce que tout le monde est bizarre chez Winnie l'ourson. Ben, en fait, je crois que souvent dans les histoires profondément humaines, les histoires qui marquent une époque, qui marquent une civilisation, il y a beaucoup de personnages handicapés. Hein. Dans les contes traditionnels, les légendes qu'on racontait aux enfants à la veillée naguère, hein, il y avait beaucoup de personnages handicapés. Hein. Est-ce que nous autres aujourd'hui, 2022, bientôt 23, est-ce que dans la culture d'aujourd'hui, TikTok et compagnie, on aura ce côté inclusif? C'est un vrai défi qui nous est lancé. Voyez. Mais je vous convie, si vous voulez bien, à un petit voyage dans le temps. Hein, ce petit voyage va commencer il y a très longtemps, puisqu'on va commencer à l'époque de la préhistoire. Dites-moi, à quoi ressemblait la vie des personnes handicapées sous la préhistoire? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Voyez, c'est une question essentielle. Hein, voyez, vous pourrez me répondre: ah, c'était épouvantable, on les tuait. Mais en êtes-vous si sûr? Ou bien est-ce que ce sont des idées préconçues? Hein, on a pu trouver des tombes qui remontent à la préhistoire, où on voit des squelettes de gens qui avaient parfois les handicaps les plus lourds, et on peut prouver que ces personnes-là ont vécu. Hein, c'est-à-dire, il n'y avait peut-être pas la GFI pour l'émission locale, mais il y avait en tout cas quelqu'un ou des services, je ne sais pas, qui l'a donné à manger ou qui s'occupait d'une façon ou d'une autre de ces personnes. Alors, maintenant, c'est un sujet nouveau pour la recherche en histoire, de, par exemple, reconstituer la vie de personnes, je ne sais pas, sourdes, aveugles, à telle ou telle période historique. Hein, ça, c'est un sujet particulièrement passionnant. Dans le petit monde, on va dire, des particularités cognitives, hein, on peut par exemple citer ce livre-là qui s'appelle La préhistoire de l'autisme, qui reconstitue avec mille et un détails quelques rôles, quelques statuts sociaux, on va dire, de personnes membres du club, on va se dire à l'époque préhistorique. Comme le temps manque, je vais juste vous donner un exemple que je trouve très joli. Vous connaissez ces fabuleuses peintures dessins qu'on trouve sur les parois des grottes. Réfléchissons ensemble au profil des personnes qui ont pu les faire. Hein. Regardez les oreilles des fauves. Hein. Les oreilles des fauves correspondent à l'espèce. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir une excellente mémoire des détails. Parce que le fauve ne prendra pas la pose devant vous, hein, il va vous bouffer. Hein, voilà. De même que le mammouth ne rentre pas physiquement dans les corridors de la grotte, vous devez le mémoriser. Or, avoir une très bonne mémoire visuelle, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les gens surestiment souvent leur mémoire visuelle. J'ai un petit défi pour vous. Hein. Vous connaissez la Tour Eiffel? Elle n'est pas très loin d'ici. Si vous fermez les yeux, est-ce que vous êtes capable de la revoir? Vous me répondrez évidemment que oui. Combien de poutres métalliques voyez-vous? Hein? Voyez, et c'est là où quelle est la structure métallique des poutres de la Tour Eiffel? C'est là tout de suite qu'on voit que la plupart des gens n'ont pas forcément la mémoire visuelle dans tous les détails pour dessiner, par exemple, ces animaux ou autres. Donc, premier critère, cette personne devait avoir une extraordinaire mémoire visuelle. Deuxième élément, à quoi aspire l'être humain? À faire la fête avec les copains dehors au soleil, non? Pas à passer sa vie dans les corridors humides, sombres d'une grotte. Hein? Voyez, ça c'est un autre point étonnant. Troisième point étonnant, à l'époque il n'y avait pas les beaux-arts. Hein? Donc avant de maîtriser la technique du fusain à ce niveau-là, ça demande des milliers d'heures de boulot solitaire. Voyez? Là aussi, quel profil ça pourrait être? Voyez? Et quand on y réfléchit un petit peu, les choses deviennent très troublantes. On pourrait rajouter mille et un exemples, mais le temps presse, donc sautons de quelques millénaires en avant et on en arrive à l'invention de l'écriture. Qui a inventé l'écriture? En Chine, l'écriture a été inventée par observation des craquelures sur les carapaces de tortues.
Je suis sûr que vous aussi, vous consacrez votre vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortues. Imaginez la scène, vous êtes parent, vous avez un gamin qui passe sa vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortues. Vous l'amenez chez le pédopsie. Quel diagnostic il va faire? Je ne sais pas, hein, la question est ouverte. Hein. Mais heureusement qu'il y a quelque chose comme 4000 et quelques années, il y avait quelque part dans ce qui allait devenir la Chine des types qui passaient leur vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortues. Chers amis, à l'écran, nous avons un extrait très agrandi d'une tablette en sumérien. Alors, le sumérien est sans doute la plus ancienne langue écrite au monde. Hein. Voilà. Alors, la tablette qui s'affiche ici est toute petite en réalité. Hein, ce que nous voyons à la taille peut-être d'une carte bancaire, hein, quelque chose comme ça. Donc, pour écrire en sumérien, il faut, avec un maillet ou un petit marteau, imprimer des petits coups sur une tablette en argile. Mais attention, si vous vous trompez dans l'orientation du coup, ça change le sens de la phrase et vous devez tout recommencer. On est d'accord, hein? Donc, il faut accepter de consacrer sa vie à observer des petits trucs sur en fait une tablette en argile. C'est qui accepterait de faire ça, hein? On est d'accord, quoi, hein, voyez. D'autre part, et ça avait beaucoup choqué les savants allemands au 19e quand ils avaient commencé à décoder des langues très anciennes écrites, je veux dire, pourquoi les scribes, pendant des siècles, sinon des millénaires, n'avaient pas créé un système d'écriture entier, c'est-à-dire pour écrire la totalité de la langue. En fait, les scribes n'étaient obsédés que par certains sujets très particuliers. En Mésopotamie, ils étaient tous obsédés par la comptabilité. En Égypte ancienne, ils étaient obsédés par de très bizarres histoires après la mort, mais les scribes n'ont pas fait un système permettant d'écrire « bonjour, comment ça va ». Pourquoi? Parce que « bonjour, comment ça va », ça ne les intéressait pas. Voyez? Et là aussi, hein, d'habitude, quand on commence à apprendre l'espagnol ou je ne sais pas quoi, ben, les premières phrases, c'est « bonjour, je m'appelle, j'aime les pommes », quoi. Hein, voyez, c'est pas trop l'état d'esprit scribe, hein, ici, quoi, hein, voyez. Donc, on pourrait continuer longuement, hein, bon, le temps presse, mais on peut résumer en disant que la proportion de scribes dans les sociétés anciennes est égale à peu près à la proportion d'autistes aujourd'hui, quoi. Voyez? Ah oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça donne peut-être à réfléchir quand même. Hein. Et donc on saute encore de quelques siècles, on en arrive au Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge était une période assez étonnante. Quoi, hein. Dites-moi, vous vous souvenez sans doute de vos années d'école qu'il y avait des rois, par exemple de France, qu'on appelait le gros, le chauve, le fou. Oui, tout à fait. Ben, le roi, il savait qu'il était gros, donc on l'appelait le gros. Aujourd'hui, essayez de faire ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les progrès de la liberté d'expression. Mais en fait, au Moyen-Âge, il pouvait y avoir une approche directe, beaucoup plus directe que la nôtre. Est-ce que vous le saviez qu'il n'y avait pas de racisme au Moyen-Âge? C'est venu bien plus tard, le racisme, quoi. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Et donc, au Moyen-Âge, on pouvait accepter assez directement des gens qui avaient toutes sortes de profils. Alors, certes, la vie n'était pas rose, elle pouvait être courte, mais j'allais dire quand même, une personne pouvait faire partie de tel groupe professionnel ou autre. D'ailleurs, dites-moi, quel était le métier type pour des personnes qu'aujourd'hui on qualifierait de déficientes intellectuelles ou qu'on mettrait dans des établissements médico-sociaux? Quel était le métier type pour ces gens-là au Moyen-Âge? Ma berger. Les moutons sont très inclusifs. Ils n'en ont rien à faire de notre cravate, de votre maîtrise de la grammaire gréco-latine, de vos diplômes et même de votre, je dirais, discours. Hein, voyez? Et si vous êtes une personne super dans la communication et dans les interactions sociales, de grâce, ne faites pas berger. Parce que vous serez en situation de handicap quand vous serez avec les bêtes quelque part là-haut, quoi, hein, dans les montagnes. Voyez? Donc c'est un certain profil de job pour un certain profil humain. Et jusqu'à une époque relativement récente, hein, début 20e encore, hein, les métiers liés aux chevaux, genre palefrenier, etc., c'était quasiment réservé à des personnes qu'aujourd'hui on aurait labellisées peu verbales. Je ne dis pas que leur vie fut luxueuse, hein, non, pas du tout. Ça pouvait être même précaire, mais il y avait un petit bout à bouffer et puis un petit coin au chaud pour dormir.
dormir, quoi. Après tout n'est pas si mal que ça, quoi. Et donc voici la question qui se présente à nous. Que devenaient au Moyen-Âge les gens qui étaient les plus bizarres des bizarres? Que devenaient les personnes qui n'étaient ni capables de s'occuper des moutons, ni capables de faire la guerre? Que devenaient les ratés ultimes? Ils créent des petits clubs qu'à l'époque on a appelé d'un mot latin que vous connaissez, universitas, quoi. Et donc il y a eu toujours des gens bizarres. Sauf que ces gens-là, petit à petit, ont constitué des espèces de clubs et qui ont fini par déboucher sur ce que nous appelons aujourd'hui université. Juste peut-être pour la petite histoire ou l'émotion. Il y avait un bonhomme dans ce que les historiens de langue anglaise appellent les âges sombres, Bède le Vénérable ou Beda Venerabilis. Donc il vivait à une époque des plus redoutables. C'était l'époque où se succédaient les invasions des Angles, des Saxons, et où la durée de vie pouvait être très courte. Voyez, surtout quand on s'éloignait de plus de 20 pas de sa chaumière. Voyez. Donc lui, il vivait à peu près à cette période-là. Et donc lui, il n'était pas doué pour s'occuper des moutons, il ne savait pas faire la guerre, donc il était passionné de grammaire latine et autres. Et c'est grâce à lui que nous devons, c'est à lui, que nous devons le peu que nous sachions sur le haut Moyen-Âge, dans ce qui allait devenir l'Angleterre. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est très pudique, donc il ne parle pas beaucoup de lui, mais à la fin de sa magistrale histoire des Anglais, donc il dit quand même son petit secret du bonheur, quoi. Donc observantiam disciplinae regularis, donc suivi d'une discipline régulière, chanter tous les jours, quotidianum cantandi, et puis toujours disquere, donc étudier, docere, enseigner, et puis scribere, écrire, si vous voulez suivre les bons conseils du bonheur de Bède le Vénérable. Voilà, c'est un peu retenir ça comme ça. Et puis plus tard, quand il commençait à y avoir de plus en plus, on va dire, de gens dans ces clubs-là, les conditions de vie étaient apocalyptiquement mauvaises. Vous voyez, ces gens qui étaient peut-être spécialistes de grammaire latine ne savaient pas réchauffer la soupe, quoi. Et donc, ils vivaient dans une crasse immonde et il n'y avait rien à bouffer. Donc, les autorités politiques successives prenaient des mesures pour améliorer le quotidien épouvantable de ces gens parmi les plus exclus, par exemple à Paris. On pourrait multiplier les documents d'archives. Philippe Auguste qui essaye de protéger donc ce qu'il appelle les scolares, donc ce qu'en anglais on dirait les scholars, en français mal traduit par écolier, mais en fait c'était déjà des grands. Donc s'ils voient à l'avenir un laïc chercher noise à un écolier, ils en rendront sans délai témoignage, etc. Parce que ces gens-là étaient victimes de harcèlement constamment, quoi. Et quelques siècles plus tard, Henri VI, roi de France et d'Angleterre, oui c'était la période anglaise, et donc qui prend donc des lettres patentes pour là aussi protéger ces pauvres miséreux, quoi, qui sont passionnés par la grammaire latine mais qui n'ont rien à bouffer et qui se font persécuter par un peu toute la terre, quoi. Donc c'est comme ça que sont nées, on va dire, les universités que maintenant on considère comme vénérables, etc., etc. Bref, là où je veux en venir, c'est que nous devons beaucoup à ces gens bizarres, quoi. Et donc, juste peut-être dernier petit élément sur ce point-là. Vous voyez, jusqu'à une époque relativement récente, l'université c'était la tanière des gens chelous, quoi. Vous voyez. Et il y avait par exemple une langue qui a été développée pareil pour ces gens-là, c'était une sorte de latin qui n'est pas le latin de Cicéron, c'est un latin, on va dire, académique. Et c'était une gloire de l'université allemande début 20e, Rickert, quoi. Lui, il disait toujours à ses étudiants, si vous voulez me dire quelque chose, avant de me le dire, traduisez-le dans votre tête en latin. Si vous n'en êtes pas capable, ne me le dites pas. Alors, pourquoi il le disait? Tout simplement parce que dans ce latin universitaire, vous ne pouvez pas rendre toutes les petites interjections des gens non autistes, tiens, ça va, mais ça vous ne pouvez pas le rendre en latin universitaire médiéval. Et ne reste que ce que le prof peut comprendre.
Et donc, si tout bascule dans cette espèce de langue artificielle, le handicap du prof n'apparaîtra plus. Oui. On dirait que tout ça c'est très bizarre, mais passons au concret. On va parler fric, on va parler management. J'ai une question à vous. Hein. Vous connaissez bien Lucky Luke? Oui. Dites-moi, dans le Far West de Lucky Luke, est-ce que vous êtes en mesure de me citer une, il n'y en a qu'une seule, hein, une seule entreprise durablement prospère? C'est laquelle? Le train. Ben, réfléchissons un peu. Dans le Far West de Lucky Luke, il y a les Desperados. Alors, les Desperados peuvent faire fortune parce que, par exemple, ils dévalisent une banque, ils mettent la main sur un trésor, mais ils se font descendre quelques semaines plus tard. Donc, ce n'est pas, je vais dire, un schéma économique viable ou durable, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Vous avez les chercheurs d'or, mais les chercheurs d'or, comme chacun sait, sont fauchés, quoi. Voyez, hein. Et vous avez Lucky Luke. Lucky Luke est adorable sur le plan humain, mais il n'a pas un rond, quoi. D'ailleurs, il le dit. En fait, la seule entreprise durablement prospère au Far West, excusez, c'est celle du croque-mort, quoi. Et, réfléchissons, évidemment c'est un peu potage comme exemple, mais réfléchissons un peu. Qui est le croque-mort? Le croque-mort, il a une tête totalement immobile. Voyez? Le croque-mort ne passerait pas un entretien d'embauche, on est d'accord. Hein? Donc, il a toujours la même tenue vestimentaire totalement ringarde. Hein? Il est habillé comme, par exemple, un londonien de 1850. C'est totalement décalé par rapport au Far West, quoi. Il a aussi un vocabulaire, ou plutôt une expression orale, qui est beaucoup trop soignée et pédante par rapport aux usages linguistiques du Far West. Et quand il parle, il ne parle que d'un seul sujet. Tout comme Greta Thunberg ne parle que du changement climatique, le croque-mort ne parle que d'une seule chose. C'est quoi? C'est son entreprise. Vous voyez, toutes ses pensées, sans exception, tournent autour de son entreprise. Dans le petit monde du handicap, on appellerait ça un centre d'intérêt restreint ou spécifique. Voyez? Et donc ça fait toutes sortes d'effets comiques. Lorsque par exemple Lucky Luke lui demande comment ça va, et le croque-mort répond, nous sommes dans la morte saison. Donc évidemment, le croque-mort ne répond pas comment lui il se porte, mais comment son entreprise se porte. Voyez, en anglais, on dirait qu'il est fully dedicated. Voyez, c'est ça. C'est assez étonnant. Et donc, notre ami le croque-mort, qui travaille beaucoup, il n'a pas forcément un très grand instinct des relations sociales. Donc, pour trouver le client, il faut un associé. Il a un associé de génie qui, lui, on va dire une sorte de sixième sens, c'est évidemment le vautour, qui détecte le client à des kilomètres de distance, et les deux travaillent de façon assez harmonieuse ensemble. Bien sûr, vous pouvez dire que l'exemple est un peu étrange, mais réfléchissez un peu. Vous êtes le croque-mort, le personnage du croque-mort. Quel autre job vous pouvez exercer au Far West? Vous ne savez ni tirer au revolver, vous n'êtes sans doute pas assez crapuleux pour dévaliser des banques ou tuer des Indiens. Quelle est la gamme des palettes possibles? En fait, il a trouvé peut-être le seul job qu'il pouvait exercer, qu'il exerce avec bonheur. C'est assez étonnant. Alors, c'est pas forcément le job qu'on conseille aux collégiens, voyez? Mais c'est un job tout à fait honorable et fonctionnel. Et comme le dit le croque-mort lui-même, jamais aucun client ne s'est plaint de ses services. C'est comme ça entre nous. Donc, c'est une leçon de management quand même. Il y a certainement un job fait pour vous. Mais il y a peut-être une deuxième leçon de management un peu plus avancée avec un personnage un peu différent que vous connaissez tout aussi bien. C'est bien sûr l'inspecteur Gadget. Réfléchissons un instant. Gadget est très fort pour les trucs technologiques. Nous d'ailleurs son petit nom, tout ce qui tourne, tout ce qui fonctionne avec un moteur, ça c'est l'univers de Gadget. Alors, parfois ça rate, parfois ça fonctionne, souvent ça rate, mais globalement il est quand même très au-dessus de la moyenne dans tout ce qui est technologique. Par contre sur le plan social, comment qualifieriez-vous ses compétences? Il est nul, très nul, voyez. Alors, réfléchissons un instant. Comment se fait-il que Gadget soit toujours en vie?
Parce qu'il y a un docteur Gang, souvenez-vous, le docteur Gang qui est très intelligent, qui a beaucoup d'agents partout et il a beaucoup de moyens, qui veut éliminer Gadget. Comment se fait-il que Gadget soit toujours en vie alors qu'il est socialement tellement nul? Et en fait, Gadget est le seul dans l'histoire à ne pas avoir compris qu'il y avait un docteur Gang qui lui en voulait, quoi. C'est d'ailleurs ça ce qui fait rire les gosses, quoi, hein, quand ils voient les épisodes de l'inspecteur Gadget. Hein. Tout le monde comprend qu'il y a un docteur Gang qui en veut un Gadget. Le seul qui ne comprenne pas ça, c'est Gadget lui-même, quoi. Hein. Comment se fait-il que Gadget soit toujours en vie, quoi, hein, que Gang est tellement puissant et tellement rusé, quoi? Ben, tout simplement parce que Gadget bosse en équipe. Voyez? Gadget bosse avec des gens qui sont très différents de lui. Il y a la petite Sophie, il y a le chien, etc., etc. Ils sont très différents de lui, mais ça fait des effets de complémentarité. Ça, c'est une leçon fondamentale de team building. Contrairement à ce que l'on disait il y a quelques décennies, ne faites jamais une équipe avec des gens comme vous. Faites toujours des équipes avec des gens très différents de vous. Et dans le monde du handicap, plutôt que de réfléchir en termes d'embauche d'une personne isolée, ne faites pas ça. Réfléchissons plutôt en termes d'embauche d'une mini-équipe qui a l'habitude de bosser ensemble. Si possible, des gens avec des profils très différents. Ça a été déjà théorisé, notamment dans toutes sortes d'études de langue anglaise. Voyez? Et mieux encore, il y a peut-être un troisième niveau. Hein. Peut-être que vous êtes familiarisé avec le concept de job crafting. Vous voyez ce que c'est le job crafting? Le job crafting, c'est tout simplement non pas de recruter une personne en fonction d'une fiche de poste, mais de recruter une personne et de faire la fiche de poste après, en fonction de ce que la personne est, de ce qu'elle aime faire, de ce qu'elle peut faire. Voyez? Parce qu'il n'existe aucune fiche de poste qui correspond parfaitement à Gadget, quoi. Enfin, se dire les choses, hein. Ni à la petite Sophie d'ailleurs. Hein. Voyez? Par contre, si vous recrutez en bloc ce petit trio gagnant, hein, alors certes, ça ne correspond à aucune fiche de poste, mais vous pouvez faire la fiche de poste après, quoi, hein, et vous aurez de la performance, quoi. Et même le docteur Gang va se casser les dents dessus, quoi. Oui, ça c'est étonnant. L'inspecteur Gadget est beaucoup plus sérieux en termes de leçons de management qu'on ne le croit. Hein. Mais dans l'inspecteur Gadget, il y a une chose que j'aime beaucoup et que personne ne voit ou personne ne croit voir. Dites-moi, pourquoi est-ce que Gadget est toujours dans la police? Excusez-moi, mais si vos compétences sociales sont aussi mauvaises que celles de Gadget, je crois que la police va vous virer, quoi. Voyez? Parce que dans la police, il faut avoir des compétences sociales très importantes. Comment se fait-il que Gadget soit toujours policier, quoi? Pour une raison très simple, c'est que certes, il n'est pas bon en termes de relations sociales, par contre, il a des qualités humaines extraordinaires. Il est d'une loyauté, hein, il est d'une fidélité totale. Hein, et ça compense, je crois, largement. Et c'est pour ça qu'on le garde. Donc, et souvent, dans le cas des personnes dites différentes, on voit telle ou telle curiosité, un tel ou tel gadget, hein, mais on ne voit pas les compétences humaines essentielles. Mais dans la plupart des entreprises, qu'est-ce qui est plus essentiel? Est-ce que c'est la maîtrise de je ne sais quelle particularité de la thermophysique nucléaire? Ou bien est-ce que ce sont les compétences, on va dire, qualité humaine de type loyauté, fidélité, assiduité? Vous voyez, ça peut nous donner quand même à réfléchir. Donc, est-ce qu'on recrutera Gadget? Oui, en fait, juste comme ça entre nous, il a le même type de visage que le croque-mort, hein, immobile, etc. Bon, ça c'est juste comme ça entre nous. Mais imaginez maintenant, on va pousser le bouchon le plus loin possible, on va parler de management de la différence à l'extrême. Est-ce que vous connaissez un film, un grand film, qui met une personne lourdement handicapée dans la situation du patron? Vous connaissez ce film-là, mais pas sous ce label-là. Eh bien, ensemble, on va découvrir Le Parrain. Oui, je sais que ça me surprend, mais suivant la petite histoire, l'histoire commence il y a fort longtemps dans des paysages brûlés par le soleil en Sicile. C'est fort sympathique tout ça, mais malheureusement, il se passe des choses épouvantables dans ces lieux-là, à savoir qu'il y a un parrain de la mafia qui s'appelle Don Ciccio, qui est un homme très cruel. Il a massacré une famille rivale. Hein. Et donc, de cette famille rivale massacrée n'ont survécu que 2 personnes, une mère et son fils.
Et voici que la mère vient auprès de Don Ciccio, elle fait le baisement, comme c'était de rigueur pour un parrain de la mafia, et donc elle vient plaider la vie sauve de son fils. Est-ce que vous vous souvenez des deux arguments que la mère présente? Elle a deux arguments. Premier argument, mon fils, donc il y a 9 ans, est déficient intellectuel. Alors, elle utilise un mot beaucoup plus cru que ça. Elle dit quelque chose comme mon fils est débile, quoi. Enfin, elle s'exprime dans un dialecte sicilien, quoi. Donc, mon fils est déficient intellectuel. Deuxième argument, mon fils ne parle pas. Il est non-verbal, comme on dirait dans le charabia médical. Vous êtes face à une maman qui a un enfant déficient intellectuel qui ne parle pas. Quelle est votre réaction? Vous allez ressentir sans doute de la pitié, non? Voyez, vous voudrez aider la maman, c'est normal, c'est humain. Mais Don Ciccio a une réaction épouvantable. C'est une réaction horrible, mais c'est une réaction qui montre qu'en fait, il a beaucoup mieux compris le handicap cognitif que beaucoup de grands psychiatres aujourd'hui. Don Ciccio, il répond, mais madame, ce ne sont pas les paroles de votre fils que je crains, ce sont ses actes quand il sera adulte. Il y a une fusillade qui éclate, la mère est tuée, le petit réussit à s'enfuir par, je dirais, acrobatie, peu importe les détails. Quelques semaines plus tard, il se retrouve sur un bateau, le bateau arrive à New York. Et là, il y a cette fameuse scène qu'on voit dans beaucoup de films, donc les immigrés qui défilent devant la police pour être enregistrés. Arrive le tour du petit. Évidemment, problème, il ne parle pas. Mais il y a une petite scène furtive qu'il faut être très attentif en revoyant le film. On remarque que certes il ne sait pas parler, mais il sait écrire, il sait lire et écrire, comme d'ailleurs beaucoup de gamins, on va dire, différents. Le langage oral est souvent le plus difficile que l'on croit. Écrire ou communiquer par d'autres canaux peut être bien plus facile. Donc sur une ardoise, il écrit le mot Corleone. En fait, Corleone, c'est son village d'origine, mais les policiers croiront que c'est son nom, d'une petite confusion, mais peu importe. Il se retrouve en quarantaine et c'est là qu'il est heureux parce qu'il est seul et dans le silence. Voyez? Et les années passent, les décennies passent, et le voici longtemps après, lui-même parrain de la mafia. Alors, c'est quelqu'un qui reste très atypique, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes sensoriels, il vit dans la pénombre, il a horreur de la lumière. Et c'est pas au sens figuré ici, c'est au sens propre. Donc il vit dans la pénombre, il a horreur du bruit, donc il reste en intérieur. Et tout l'effet puissant sur le spectateur de ce film, Le Parrain, c'est que la caméra alterne constamment des plans autistiques et non autistiques. Non autistiques, par exemple, ici, des non-autistes s'amusent. Il y a du bruit, de la fête, de la socialisation, ça les gens adorent, mais pas tous les gens. Voyez? Et on rebascule ensuite sur un cadre, on va dire, autistique. Le parrain, si vous vous en souvenez, c'est quelqu'un qui a aussi la phobie de la saleté. Il déteste tout ce qui est sale. Et donc, il est toujours parfaitement bien habillé. C'est pas par snobisme, mais c'est tout simplement parce qu'il a horreur de la saleté. Et là où il habite, c'est toujours magnifiquement beau. Voyez, c'est un designer de folie, quoi. Il aurait pu faire carrière comme designer, mais je l'aurais embauché très volontiers comme designer, quoi. Voyez. Donc, et aussi, vous vous en souvenez peut-être, c'est quelqu'un dont toute la vie est régie par le plus strict respect de règles de comportement bien précises, y compris parfois d'une absurde complexité, mais il ne dérogera jamais à un code de conduite très précis. Et ce qui est assez étonnant pour un parrain de la mafia d'ailleurs. Et aussi, vous vous souvenez peut-être, certes, il a appris à parler, mais sa voix reste très bizarre. Vous vous souvenez de la voix du parrain? Voyez, mais personne n'osera se moquer de l'élocution du grand patron, quoi. Voyez. Autant on se moque par exemple de l'élocution d'un ado, mais l'hypocrisie sociale fait qu'une fois que vous avez atteint un certain statut social, plus personne n'osera se moquer de votre façon de parler. Voyez, comme ça. Et donc, quand il meurt aimé. Il meurt aimé d'une part parce que toute sa vie, il a suivi très scrupuleusement un certain code de conduite. Et quand il meurt, sa famille est la famille la plus puissante de New York.
Faut-il y voir un exemple de management autistique? Je ne sais pas. Alors, oui, je sais qu'il y a d'autres métiers que la mafia qui permettent l'inclusion des gens différents, mais c'est un peu caca, mais c'est quand même, et il faut dire que tout repose sur des histoires vraies. Hein. Il est quand même étonnant, des enfants non-verbaux jugés débiles, qui a priori sont voués à la poubelle, qui réussissent quand même à se frayer un chemin dans la vie. Est-ce que nous autres aujourd'hui, nous accepterons que des personnes non-verbales travaillent avec nous? C'est un vaste débat. Le temps file. Je me permettrai peut-être, parvenir à ce stade de l'affaire, de vous proposer une petite fable. Ce n'est pas une fable de La Fontaine, c'est une fable personnelle. Donc nous aurons plusieurs animaux qui vont défiler devant nous et il y aura un fantôme. Je suis sûr que vous attendez le fantôme. Mais un peu de patience. Notre premier animal, c'est le dragon. Un dragon de Komodo, parfois appelé également un varan et non pas véran de Komodo. Et oui, quand on est dyslexique comme moi, j'ai déjà fait la gaffe, je ne sais combien de fois. Et donc le dragon de Komodo, c'est quasiment un dinosaure, quoi. Voyez, il habite sur l'île dite de Komodo. Dites-moi, chers amis, moi à l'école on m'avait dit, parce que tant bien que mal